Eh bien, voilà, un autre événement très intéressant du CRDI, les amis du CRDI. La bienvenue au CRDI ce matin. Likely, every one of you in this room, tout le monde ici dans la salle a utilisé les médias sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Wikipédia, YouTube, Skype ou tout autre service en ligne populaire. Tout le monde dans la salle, sauf moi, je dois dire. Et puis, je ne suis pas très au courant de tout cela. Nous allons parler aujourd'hui des médias sociaux et la raison pour laquelle ces médias connaissent un tel succès. D'abord, les services sont bon marché, ne coûtent pas cher et souvent sont même gratuits. Et les messages sont transmis de façon instantanée, mais qui est plus important, le contenu d'habitude est généré et donne à chaque personne la possibilité d'avoir voix au chapitre en ce qui concerne les affaires publiques et tous les autres volets de notre monde. Au CRDI, nous avons une présence sur Facebook, YouTube et Twitter. Écoute, sur le site où on partage des photos, Flickr. En ce moment même, donc mes mots sont enregistrés sur le web. Alors, les médias sociaux ont changé profondément les rôles entre différents groupes de la société et entre le gouvernement et les citoyens. Et certains font valoir que cela a changé la nature même de la démocratie. Et maintenant, nous aurons la perspective bien éclairée de ce changement important. C'est un honneur et un plaisir de vous présenter l'homme d'État et ancien ami du CRDI depuis bien longtemps, son Excellence Ricardo Lagos. Monsieur Lagos est un parmi plusieurs critiques bien courageuses lors du régime de Pinochet dans les années 80. Il a joué un rôle de premier plan quant à la restauration de la démocratie au Chili. Et je dois dire, Votre Excellence, que lorsque j'étais secrétaire d'État pour les affaires étrangères au Canada, le Canada, pour la toute première fois, à l'Organisation des États américains, Online Watch, la toute première réunion où j'étais présente était à Santiago. Et c'est la toute première fois où tous les pays de l'hémisphère pouvaient s'appeler des démocraties. C'est la raison pour laquelle il était tout à fait opportun pour nous d'en faire partie. C'était ma toute première réunion internationale, la première réunion où le Canada y était présent, l'Organisation de ces États. Alors, ça, c'est le point culminant de ma vie publique et j'ai suivi les événements de votre pays avec un grand intérêt. Votre présence comme président du Chili en 2000 et de 2000 à 2006. Pendant votre mandat, vous avez réuni une passion pour l'économie à libre marché avec des politiques sociales progressistes visant à rectifier des inégalités très ancrées. C'est quelque chose que M. Lagos a fait et a réussi. Ce gouvernement a réduit la pauvreté, raccourci les semaines de travail, mise en place des accords de libre-échange et la première loi sur le divorce du Chili a été adoptée parmi plusieurs réformes. Je ne sais pas s'il y en a qui ne croient pas que le divorce est une réforme, mais pour certains, ce l'est. Le Dr Lagos a aussi offert un leadership pour garantir la liberté de la presse, le respect pour l'opposition et la transparence en ce qui concerne l'utilisation de fonds publics, ce qui permettait au Chili d'évoluer, de devenir la société ouverte qu'elle est aujourd'hui et de par le monde. Ricardo Lagos continue de travailler pour réduire l'écart entre les citoyens et les politiques
politiciens pour améliorer la reddition de comptes, encourager des prises de décision plus éclairées, augmenter la prospérité, améliorer l'égalité sociale et appuyer la démocratie au Chili et de par l'Amérique latine d'ailleurs. Sa fondation sans but lucratif pour la démocratie et le développement, qui reçoit des subventions du CRDI, qui vise la reddition de comptes et dans le domaine des médias sociaux. Il est tout à fait opportun qu'il nous adresse la parole aujourd'hui à ce sujet, les médias sociaux et la classe moyenne émergente en Amérique latine. Notez qu'il a bien voulu accepter de répondre aux questions à la fin de sa présentation et c'est que cela sera animé par Jean Lebel, vice-président des programmes et des partenariats du CRDI. Sans plus tarder, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Ricardo Lagos. Re-bienvenue, ce n'est pas sa première visite. Et le Dr Lagos, c'est avec impatience que nous attendons vos paroles. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Barbara, de votre introduction et des remarques que vous avez faites au sujet de mon amitié de longue durée avec le CRDI. Le CRDI était très important dans ces journées sombres au Chili et le CRDI a permis de garder les idées à flot plutôt que de voir au caractère sombre de ce qui se passait au Chili. Et je crois que ça explique jusqu'à une certaine mesure le genre de transition que nous avons connu. La transition, cela veut dire que des idées ont bien marché lorsqu'il était difficile de penser librement au Chili. Et depuis ces jours-là, nous avons beaucoup de respect pour ce que le CRDI a pu faire dans le domaine de la coopération internationale. Son travail a été extrêmement important. Aujourd'hui, j'ai l'intention de parler avec vous de la nouvelle Amérique latine qui émerge. Et il me semble, ce que nous voyons, c'est un mélange d'un continent qui apprend de ses erreurs du passé, mais qui en même temps veut regarder vers les médias sociaux et il y a cette influence chez nous comme partout dans le monde. Il y a deux éléments primordiaux. Premièrement, ce qui se passe en Amérique latine comme tel et jusque dans quelle mesure les médias sociaux ont une influence sur les événements dans notre pays. Il est vrai que cette nouvelle Amérique latine qui émerge après la crise est très différente de l'Amérique latine en 2006, en 2007 ou en 2005. Et pourquoi est-ce que c'est différent? Parce que il y a eu la crise partout, dans plusieurs pays, en Europe, en Amérique latine, et il y a cette croissance qui est menée par les exportations dans les pays de l'Amérique latine. À partir de 2003, la croissance était d'environ 5 à 6%. Entre 2003 et 2008, au moment de la crise, les pays de l'Amérique latine ont pu réduire la pauvreté. Le seuil de pauvreté est passé de 45 à 4%. Et tout de suite après la crise, en 2009, nous avons eu une baisse. Mais en 2010, il y a eu récupération. Et maintenant, dans les grands pays de l'Amérique latine, je dirais
que dans tous ces pays, nous avons pu apprendre de nos erreurs du passé. Nous savons comment faire fonctionner le secteur financier, les systèmes bancaires en Amérique. Les règles de BAL 1, BAL 2, BAL 3 ont été mis en œuvre dans notre système bancaire. Et je dois vous dire, après une décennie de croissance dans la région, il y a eu des réductions constantes de la pauvreté. Néanmoins, ce que nous avons aujourd'hui dans de nombreux pays, c'est un genre de malaise dans mon propre pays. Ce que nous avons, il y a une société qui n'est pas très heureuse avec ce qui se passe. Et la grande question est pourquoi y a-t-il toute cette insatisfaction sociale? Et dans une région qui connaît cette croissance et ces problèmes sociaux, au Chili, on voit cela au Pérou aussi, dans des mouvements étudiants, en Colombie, au Brésil aussi, par rapport à ce qui concerne la nouvelle classe émergente et dans une certaine mesure ce qui se passe dans les élections au Mexique. Nous regardons vers cette nouvelle situation. Quels sont les faits? Les faits, je dirais qu'après la crise, il y a eu beaucoup de changements au niveau global. Le remplacement du G7 par le G20. Qu'est-ce que cela signifie? Une nouvelle réalité dans les affaires mondiaux du point de vue de l'économie internationale. Mais je dois vous dire, dans le G20, pour la première fois depuis plusieurs années, vous avez 3 pays d'Amérique latine. Et si ils doivent, mais ils ne le font pas, mais si ces pays pouvaient parler avec une seule voix, nous représentons 15% du G20, ce qui n'est pas mauvais, du moins en termes techniques. Néanmoins, en plus de cela, la plupart des pays d'Amérique latine, les plus grands pays, sont très près du 20 000 de revenus par habitant. L'Uruguay est un exemple, l'Argentine, le Chili un autre, et je dirais que ces 3 pays vont dépasser ce seuil de 20 000 de revenus par habitant au cours des 5 prochaines années. Et si nous regardons le Fonds monétaire international, le Brésil, le Pérou, la Colombie, le Mexique, et le Mexique, ce sera au cours des 6 prochaines années du mandat du président. Ces pays iront vers ce niveau de revenus. Et pourquoi est-ce que je mets l'accent sur ce sujet? Nous avons pu réduire la pauvreté. Nous avons pu améliorer les indicateurs socio-économiques, la durée de vie, le taux de mortalité infantile a baissé. Nous avons augmenté l'âge de scolarité, la santé mentale, les homicides, etc. Tous ces indicateurs socio-économiques améliorent, et si on améliore le revenu par habitant, et aussi, ce qui est très important, des politiques sociaux bien ciblées. Et nous avons appris comment le faire. Nous avons des inégalités sociales et des politiques sociales. Nous avons pu réduire le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et quelle est la signification de tout cela? Et c'est notre plus grand défi dans la région, c'est qu'après avoir atteint ce revenu de 20 000 $ par habitant, le lien entre le revenu par habitant et les indicateurs sociaux et économiques devient très flou. Et l'expérience de ces pays qui ont
dépasser ce niveau de 20 000 $ par habitant de revenus. C'est une question de distribution. On peut avoir le 20 000 $ de revenus par habitant ou 40 000 comme nos voisins du Sud. Et ça ne veut pas dire que ceux qui gagnent 40 000 de revenus sont en meilleure situation que ceux qui gagnent 20 000 en termes d'indicateurs socio-économiques. Mais ce qui explique véritablement la façon dont on s'en tire dans les indicateurs socio-économiques, c'est la distribution du revenu. Et si on fait le lien entre une meilleure distribution du revenu et de meilleurs indicateurs socio-économiques, la corrélation est extrêmement élevée. Et c'est pourquoi nous voyons au Japon qui a la durée de vie la plus longue de longévité au monde, mais quand même un tiers de moins de revenus par habitant que les États-Unis, où vous avez la Nouvelle-Zélande, qui a une meilleure espérance que les États-Unis. Et bien sûr, il y a ce niveau de 40 000 de plus. Et le défi, le premier défi pour les pays d'Amérique latine, c'est que oui, nous avons réussi à réduire le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais nous n'avons pas réduit les inégalités dans la distribution du revenu. Et donc, quel est notre principal défi dans la région? C'est comment améliorer la situation de la distribution du revenu. Et nous avons une situation qui est très injuste selon les coefficients et selon le revenu moyen du quintile le plus élevé ou du quintile le moins élevé. Et il y a cette moyenne qui est de 14 fois au Japon. Le niveau est plus élevé. Et je dirais que l'élément principal où nous devons tenir compte du fait que nous aurons une croissance menée par les exportations. Notre taux de croissance, bien sûr, est influencé par ce qui se passe en Asie, en Chine. Ça, c'est vrai. Est-ce que nous allons apprendre des leçons par rapport à ce qui se passe en Afrique, les journées ensoleillées que nous avons en Amérique latine? Est-ce que nous allons pouvoir utiliser ces journées ensoleillées pour faire des changements nécessaires pour améliorer notre distribution de revenus? Donc, je dirais que voilà où j'aimerais apporter un deuxième point lié aux médias sociaux. Pourquoi? Les médias sociaux représentent un élément extrêmement important pour ce qui est de ce qui se passe en matière de politique publique. Pourquoi? Parce que les politiques évoluent. Et dans une grande mesure, on pourrait dire que le système démocratique tel que nous le connaissons aujourd'hui est là parce que à partir de Gutenberg, on a invité la presse il y a très longtemps, comme vous le savez, mais ça a pris 200 ans, plus de 200 ans, après Gutenberg a découvert qu'il serait utile de reproduire des livres, non seulement de reproduire des livres, mais aussi d'établir des journaux. Et le Times à Londres a paru au tout début du XVIIIe siècle, et pour traiter de quelles questions? Des nouvelles, en ce qui a trait au grand public. Et la grande question était à l'époque, si maintenant nous pouvons lire, on peut voir quelles sont les discussions entre le roi ou la reine et ses conseillers. Donc,
quelqu'un qui était en Europe, un philosophe français a découvert qu'on pouvait avoir un système différent de gouvernement. Parce que si nous tous qui savons lire, si nous allons connaître ce qui se passe en matière d'affaires publiques, pourquoi ne pas avoir un système démocratique? Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que la démocratie, telle que nous la connaissons, que nous la comprenons, le gouvernement par le peuple, et à ce moment-là, le peuple, c'était les hommes et non les femmes. Ces personnes devaient savoir comment lire, et dans la plupart des cas, d'avoir une propriété, parce que seulement ceux qui ont des propriétés s'inquiéteront des affaires publiques. Mais de toute manière, voilà comment le système a pris naissance. Et en démocratie, il faut élire des représentants pour diriger le gouvernement, le pouvoir exécutif, et la démocratie doit élire des représentants. Et qui sont ces représentants? Des leaders politiques. Et quels leaders politiques? Ceux qui peuvent émettre leurs opinions. Et les leaders émettent des opinions. Et le peuple écoute ces opinions, lise ces opinions dans les journaux. Lorsque vous avez la radio, ils écoutent ces opinions. À la télévision, ils voient ce qui se passe devant leur écran. Et la politique, c'est une façon pour que ces leaders donnent leurs opinions, et les citoyens peuvent prendre des décisions. Qui va les représenter à l'exécutif ou au Parlement? Donc la démocratie, c'est la représentation. Maintenant, les médias d'aujourd'hui ont apporté des changements. Peu importe si c'est une minute après que vous avez présenté vos belles opinions, vos belles idées, vous regardez sur Twitter ou sur Facebook, vous avez des commentaires sur ce que vous venez de dire. En d'autres termes, la démocratie, maintenant 2.0, ça veut dire que vous émettez un commentaire et immédiatement vous avez une réaction. Et dans une certaine mesure, on peut dire qu'on est de retour à Athènes. Pas dans l'Athènes d'aujourd'hui, bien sûr, mais dans l'Athènes d'il y a plusieurs siècles, où nous allions à l'arène et il y avait une discussion. Chacun discutait avec l'autre. Et maintenant, à cause de ce nouvel élément, dans quelle mesure notre démocratie sera représentative, et ceux qui veulent la participation, qui réclament la participation, qui disent qu'ils veulent se prononcer, qu'on doit les écouter. La question, c'est qu'est-ce que nous allons voir ressortir de tout cela? Et maintenant, je vais faire une petite annonce. Nous avons essayé d'établir au Chili le 5e pouvoir. Et le 5e pouvoir, c'est parce que le 4e, c'était le journal, la radio, la télévision. Mais le 5e pouvoir, ce sont les réseaux, l'Internet. Et vous avez des citoyens qui font des commentaires sur tout et qui essayent d'influencer la discussion publique. Donc, la grande question dans l'avenir, dans quelle mesure est-ce que notre démocratie pourra nous représenter, parce que c'est essentiel, mais aussi est-ce que nous allons pouvoir penser qu'en utilisant ces réseaux dans nos institutions, nos établissements, on peut avoir une participation élargie. Il y a environ un an, il y a eu un référendum en Italie. À ce moment-là, le premier ministre Berlusconi a décidé de demander au Parlement d'approuver des appels.
Et à la toute fin, afin de protéger le premier ministre d'une enquête judiciaire. Et ces 4 lois ont été approuvées par le Parlement. Je ne savais pas que la Constitution du Parlement permettait aux citoyens, d'abord et avant tout, de demander une abrogation d'une loi approuvée par le Parlement par le biais d'un plébiscite. Alors, vous avez un bon nombre de signatures. Le plébiscite doit donc se demander afin que il y ait une résolution. Il faut un certain nombre de personnes qui vont aux urnes. Même s'il n'y avait pas un seul poste de télé qui discutait de ce nouveau plébiscite qui devait avoir lieu par le biais du réseau, les personnes ont pu abroger, annuler ces lois. Pourquoi est-ce que je vous parle de ceci? C'est parce que il y a ce réseau, peu importe le réseau à la toute fin, et il faut se retrouver sur la place publique. Que ce soit le printemps arabe, que ce soit parce que vous avez un plébiscite et que vous voulez déposer votre bulletin de vote. Parce que là, vous avez une institution qui dit les personnes que j'élise pour me représenter au Parlement, je ne suis peut-être pas d'accord avec les décisions qui sont prises au Parlement. Et par conséquent, je souhaite prendre ma propre décision pour dire que cette loi ne sera pas promulguée parce que vous ne représentez pas nécessairement me représenter dans ce vote. La question est donc la suivante, et ce n'est pas une question pour l'Amérique latine. Dans quelle mesure est-ce que nous pourrons avoir des institutions qui en tiennent compte? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien difficile de savoir. Il a fallu 200 ans pour avoir un journal et un système démographique. Nous sommes au tout milieu d'une énorme vague. Qu'est-ce qui va se retrouver à la fin des institutions? Et ce sera probablement un des éléments principaux. Le type d'institution et de régime dans les régions devront tenir compte de la façon dont nous donnons voix au chapitre, parce que c'est essentiel pour que la démocratie fonctionne. Donc, de laisser une certaine marge de manœuvre. Alors, de quelle taille? Il faut décider avec une participation. La participation, c'est possible d'y arriver. Les institutions, lesquelles? Ça dépend. Mais je dois vous dire que plusieurs fois, je me suis dit que dans nos pays, ça aurait été impossible pour M. Obama de se faire élire président aux États-Unis. Dans plusieurs de nos pays, il y a des rouages politiques qui sont tels que les personnes qui sont élues font partie de ces rouages officiels. Et parce qu'aux États-Unis, vous avez un système qui s'appelle les primaires. Lorsque vous dites « je vais être président des États-Unis », vous savez que vous devez aller au New Hampshire et vous avez parlé de l'Irak, des impôts et donc l'avortement également. Ainsi, vous savez que vous devez aller discuter de tous ces enjeux, de ces questions. Et ce type d'institution permet de passer à quelque chose de nouveau. Et la toute première question par rapport à l'Amérique latine, comment pourrons-nous s'attaquer, étant donné cette nouvelle société, à ces problèmes? Alors voilà ce qui se passe en ce qui concerne les politiques sociales, avec le public, avec la classe moyenne émergente, cette classe, et surtout les jeunes.
Ils utilisent le réseau et par le biais du réseau, ils ont des exigences, des demandes particulières de cette nouvelle société. Et ces demandes relativement à la distribution du revenu, et ça veut dire un nouveau pacte fiscal, financier. Dans quelle mesure c'est que l'on peut cibler les dépenses pour améliorer le niveau de vie? Dans quelle mesure est-ce qu'il sera nécessaire d'avoir l'autre côté de l'équation, non pas pour cibler les dépenses de l'État, mais aussi comment est-ce que nous allons pouvoir aller discuter de revenus dans l'avenir pour pouvoir financer les dépenses de l'État, ce qui signifie nécessairement qu'il faut donc discuter des impôts dans la région et la plupart des pays de l'Amérique latine, il va sans dire, se retrouvent, je dirais, dans une situation inégale où la redistribution de revenus avant les impôts ou après les impôts demeure presque identique. Et c'est un défi de taille pour les pays de l'Amérique latine. La plupart des pays de l'Amérique latine, avant et après les impôts, en fait, c'est la même chose. Ça ne change rien quant à la distribution du revenu. La différence, c'est les dépenses, mais non pas le revenu fiscal. En d'autres mots, c'est-à-dire que nous avons deux problèmes. D'un côté, vous avez les médias sociaux qui permettent une meilleure connaissance et une meilleure organisation des demandes, des revendications, et d'autre part, vous avez cette classe moyenne émergente qui se prévaut des médias. Et je dirais donc que lorsque vous avez ces deux choses, que vous les réunissez, à ce moment-là, vous pouvez expliquer ce qui se passe dans cette région. Pourquoi est-ce que, même s'il existe une croissance, même si vous réduisez la pauvreté, il y a quand même un certain malaise. C'est beaucoup plus facile, maintenant nous le savons, de réduire la pauvreté que de répondre aux demandes de la classe moyenne émergente qui sont beaucoup plus vastes. Qu'en est-il de l'éducation? Qu'en est-il de la santé? Qu'en est-il de la sécurité sociale, du logement? Et ainsi de suite. Et si ces problèmes, ces questions, je les réunis avec d'autres problèmes, non pas particuliers à l'Amérique latine, mais à l'échelle mondiale, ce sont les autres défis, les autres régions. Quels sont ces défis? L'immigration, les stupéfiants, les drogues, le changement climatique. Et si on veut discuter de l'économie internationale, qu'en est-il des échanges commerciaux? La ronde de Doha, où est-elle cette ronde par rapport aux échanges commerciaux? On en discute encore. Et qu'en est-il des institutions financières? Ces institutions, après Bretton Woods, ont été créées. Dans quelle mesure est-ce que ces établissements financiers, institutions financières, sont un peu désuets par rapport au monde d'aujourd'hui? À quoi ressemblera la nouvelle architecture financière qui verra le jour après la crise? Et si vous tenez compte de ces 5 domaines principaux, la migration, les stupéfiants, changement climatique, les établissements, institutions financières et les échanges commerciaux, dans ces 5 secteurs, nous avons maintenant appris qu'il n'y a pas un seul pays, peu importe si le pays est le premier pays en importance au monde, ils font face à ces 5 problèmes. Et nous avons appris que sans le premier, ce n'est pas possible de solutionner ces problèmes. Et si tel est le cas, le défi de taille pour les pays de l'Amérique latine, c'est comment est-ce que nous pourrons trouver une solution à ces problèmes, à moins d'avoir un dialogue international. En résumé, je dirais que les sociétés de l'Amérique latine sont maintenant arrivées à un point où, en premier lieu, il y a une nouvelle discussion
relativement au cycle politique qui tire à sa fin. La démocratie maintenant est établie dans la région, c'est sûr. Cependant, comment est-ce que la démocratie pourra augmenter la participation au plan des médias sociaux? Numéro 2. Question importante par rapport aux pays de l'Amérique latine porte sur les demandes de la classe moyenne émergente. Et cette classe moyenne émergente, de plus en plus, sera nombreuse et deviendra plus exigeante par rapport à la société dans laquelle elle vit. Et le numéro 3, étant donné les deux problèmes que j'ai déjà mentionnés, les médias et la classe moyenne émergente exigent et demandent une nouvelle entente, un arrangement social qui s'imposera dans chacun de ces pays de l'Amérique latine et la redistribution du revenu afin d'avoir un nouveau pacte fiscal afin de pouvoir faire face aux demandes de cette classe moyenne émergente. Donc, la situation est haute. Mais dans cette situation, ce que vous avez à la fin aujourd'hui, c'est deux types de paradigmes. Le paradigme d'une société qui est construite comme les États-Unis et le paradigme d'une société qui ressemble plutôt aux Européens. Oui, je sais, on ne parle pas d'Europe aujourd'hui et on ne doit pas réunir tous ces pays d'Europe. On veut parler des pays scandinaves. Et je dis toujours qu'en Amérique latine, nous aimerions vivre comme les gens vivent en Scandinavie, en payant les impôts qu'ils payaient auparavant en Afrique. Mais non, alors, ça ne cadre pas le modèle. Il faut penser de nouvelles façons. Si tel est le cas, et puis il y en a qui parlent de l'Europe, de Scandinavie, d'autres pays, des pays de la Méditerranée. Mais nous comprenons tous et toutes que vous avez dans plusieurs secteurs comme l'éducation, la santé, la sécurité sociale, l'assurance, une réponse plus publique dans ces secteurs. Et selon cette optique, je crois que dans la plupart des pays de l'Amérique latine, il y a une réelle discussion. Que ferons-nous face à ces nouvelles demandes et quel type de société verra le jour, un peu comme l'Europe, un peu comme les États-Unis? Et je me dis constamment, pourquoi pas dans quelle mesure est-ce que vous auriez pu avoir ici au Canada un mélange de ce que vous avez aux États-Unis, de ce que vous avez en Europe, et dans quelle mesure est-ce que le type de société qui existe ici au Canada est une réponse aux questions que nous avons en Amérique latine. Bref, il me semble que maintenant, plusieurs des problèmes, des enjeux auxquels nous ferons face dans un proche avenir font maintenant partie de l'ordre du jour de la plupart des pays en développement. Et la question qui se pose, c'est à quel point est-ce que le secteur financier doit réglementer, qu'est-ce que l'on va faire par rapport aux échanges commerciaux, etc. Pour conclure, j'aimerais vous dire que vous avez une nouvelle Amérique latine qui verra le jour après la crise avec des problèmes différents, les sociétés qui deviennent beaucoup plus complexes que ce qui existait dans le passé. Ce n'est pas une question de riches et de pauvres, il s'agit plutôt de savoir comment ce que nous allons faire face à cette nouvelle classe moyenne émergente dans l'avenir. Et la question la plus importante, comment créer un nouveau paradigme dans la région dans le but de faire face à ces défis, tenant compte du fait que les défis des régions sont les défis qui seront solutionnés dans une arène
non pas dans nos propres pays, mais comment est-ce que nous pourrons, en Amérique latine, faire face à ces défis internationaux par le truchement du dialogue. Bref, je suis optimiste face à l'avenir de la région, mais en même temps, je me rends bien compte du fait que le type de défis auxquels nous faisons face sont de nouveaux défis et qui découlent du fait que nous avons une bonne croissance. Et maintenant, la question qui demeure, c'est la croissance. Il faut développer. Pour développer, il faut trouver réponse à ces enjeux et ces questions bien importantes. Merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup, Votre Excellence, Monsieur Lagos. Comme la présidente du Conseil le disait, c'est un plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Il y a de nombreuses personnes dans la salle, alors je vais établir quelques règles et de permettre à Monsieur Lagos de prendre un verre d'eau. Je vais vous demander, alors que vous allez vous présenter à un des micros, s'il vous plaît, identifiez-vous et votre organisme. Essayez d'être bref. Vous savez que Twitter, ça vous limite à 140 caractères. Je ne vais pas compter vos mots. Je ne vais pas compter le nombre de caractères dans votre question, mais si vous pouvez être bref, ceci permettra à tout le monde de pouvoir poser leurs questions. Nous avons ici un auditoire web qui peut contribuer à la conversation en nous envoyant des messages que nous les mêmes règles s'appliquent. Veuillez vous identifier, vous et votre identification des questions qui sont très longues. On ne pourra pas y répondre. Je vais prendre 3 questions à la fois pour donner le temps et je vais utiliser mon privilège d'animateur pour vous interrompre si vous pensez, si je pense que la question sera trop longue. Nous allons terminer vers 11h25 parce qu'il y a d'autres activités. Avec ces règles établies, nous allons commencer. C'est ou en anglais, puisque nous avons le système d'interprétation simultanée de disponible. So let's start with the first question here. Sir? Thank you very much. Commençons par cette question. Marc Ferrand, consultant privé, démographe. Nous vous souhaitons la bienvenue. J'ai beaucoup apprécié votre présentation et vous pointez vers le Canada comme étant un paradigme qui est un intermédiaire entre l'Europe et les États-Unis. J'aimerais partager votre enthousiasme et votre positivité. Et la question. Vous parlez de politique de redistribution. Vous semblez mettre l'accent sur la redistribution du revenu, mais vous avez fait une déclaration très importante que le revenu de 20 000 $ par habitant, mais d'avoir une meilleure qualité de vie, des revenus plus élevés par habitant. Hier, dans notre journal national, le Globe and Mail, nous avons vu un article sur l'agitation sociale chez notre voisin, le Québec, et de comparer cela avec le Chili. Quelle est la nature du financement en matière d'éducation postsecondaire venant de la famille ou venant de l'État? Il y a de grandes variantes. Le Norvège est souvent mentionné au Québec où les frais de scolarité sont entièrement gratuits. Et selon vous, est-ce qu'il y a un équilibre que nous devrions essayer d'atteindre entre ce qui est entièrement gratuit et ce qui est entièrement payé? Merci beaucoup. Question suivante. Monsieur.
j'ai bien apprécié ce que son Excellence, l'ancien président du Lagos, a présenté. J'ai 2 points. Je crois que, d'après vos propos sur l'Amérique latine, ce que nous voyons sur notre continent, l'Afrique, j'ai 2 éléments à souligner. Premièrement, je crois que c'est convaincant que vous avez cité la vision du revenu comme étant un grand défi à l'Amérique latine à l'heure actuelle. Mais je ne vous ai pas entendu parler de l'inflation. Parce que l'inflation, je crois que c'est un élément excessivement important. Et encore, même si on gagne 20 000 $ de revenus par an, et il y a ce facteur d'inflation, ceci a tout un effet. Et deuxièmement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit au sujet du rôle des médias sociaux et dans les pays en développement, en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, mais je crois qu'il y a une exagération. Et en particulier, au sujet des pays en évolution en Amérique latine ou en Afrique, je crois qu'il serait plus pertinent de parler des médias. Je crois que ces médias jouent un rôle plus important que les médias sociaux. On regarde le taux d'alphabétisation. Qui a accès aux médias sociaux? Regardons cela. Merci beaucoup. Nous allons prendre une dernière question. Bob Thompson. Je fais partie de la conférence qui a été tenue en mai à Montréal sur la décroissance. Étant donné que 300 millions d'années de photosynthèse, nous l'avons utilisé en 300 ans et que notre planète ne peut pas connaître une croissance infinie, qu'est-ce que nous faisons dans une société post-croissance? Parce que il semble que nous allons vers la fin de nos possibilités. Et je veux mentionner, en 69 au Pérou, comme bénévole, j'ai vu une ligne de cuivre qui était installée dans un village. Et dans 2008, je faisais partie d'une équipe d'évaluation. On a vu depuis en 2007, quelqu'un avait pris accès à cette ligne 37 fois. Merci, Monsieur Lagos. Je vous laisse répondre dans l'ordre que vous souhaitez répondre aux questions. Oh, merci beaucoup. Merci de vos questions. Elles sont très intéressantes parce qu'il s'agit de plusieurs domaines. Pour ce qui est de l'agitation sociale et ce qui se passe au Québec et le parallèle avec le Chili, j'ai appris que les gens se plaignent au Québec et on me dit qu'on doit verser comme frais de scolarité ne sont pas aussi élevés que ce qui est versé ailleurs au Canada. Mais la question, en réalité, c'est que l'éducation n'est pas libre, sans frais. Il faut que quelqu'un paye pour cette éducation. La question est, est-ce que ça va être fait par les impôts que nous allons tous verser ou est-ce que ces frais vont être payés par ceux qui fréquentent ces établissements après le niveau secondaire? Nous parlons d'enseignement supérieur ici. Donc, c'est une discussion que nous avons déjà eue au Chili. Et lorsque les étudiants demandent une éducation sans frais, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on aimerait que ceci soit financé par le système d'imposition. J'ai fréquenté l'université du Chili et c'était gratuit. C'était payé selon les impôts prélevés par le gouvernement. Mais le nombre de personnes qui fréquentaient l'université était très limité.
Il va sans le dire. Maintenant, regardons une toute autre perspective. Dans le monde d'aujourd'hui, au Chili, 60% de ceux qui appartiennent au quintile le plus élevé se retrouvent à l'université. Maintenant, c'est près de 70%, mais le quintile le plus bas qui fréquente l'université, il ne représente que 15%. 15%. Maintenant, ces protestations l'an dernier étaient surtout une protestation de la classe moyenne, une agitation. Ceux qui appartiennent au quintile le plus bas obtiendront des bourses fournies par le gouvernement. Néanmoins, si il s'agit de plus de $2000 par mois. On ne va pas, si vous avez ces revenus, on ne vous aidera pas pour des bourses, on vous accordera des crédits. Mais le taux d'intérêt de ce crédit est extrêmement élevé et ainsi, il sera très difficile pour vous de payer des frais scolaires. Donc, ceux qui faisaient toute cette agitation au Chili, c'était ceux de la classe moyenne parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre des frais de scolarité. Ou s'ils obtenaient des crédits, le crédit a été mis de l'avant par le gouvernement et les étudiants se plaignent. Et ça a été fait pendant mon mandat. Les étudiants se plaignaient. J'ai fait ce que j'ai pu faire parce que je n'ai pas pu augmenter les impôts. C'est très simple. Alors, soit on verse des impôts et maintenant d'accepter les demandes d'une classe moyenne émergente, il faut se poser la question quel genre de société allons-nous construire? Et ces nouvelles demandes, ces nouvelles revendications sont beaucoup plus difficiles et on se retrouve dans ce genre d'agitation sociale. Et la question est, on va établir une agence nationale? Je dis oui, vous pouvez le faire. Et de ne pas passer par le système financier, par les banques privées. Mais la question est dans quel genre de société allons-nous nous retrouver? Et je retourne à la Scandinavie ou à l'Europe. Et si vous voulez payer des frais de scolarité, c'est un modèle. Si vous voulez verser des impôts, c'est un autre modèle. Mais en bout de ligne, tout le monde doit payer pour cette éducation. Moi, je préfère payer par le système d'imposition. Mais c'est toute une autre paire de manches. Et je crois que le système fonctionnerait dans ce sens, si on peut aussi accorder des bourses. Maintenant, pour ce qui est de la question de l'Afrique, j'aimerais voir cette étude qui a été présentée par l'OCDE. On dit qu'il y a 4 vitesses de croissance. La croissance dans les pays de l'OCDE. Deuxièmement, ces pays qui sont en convergence ou qui peuvent doubler le taux de croissance de l'OCDE. Et ceux qui sont en conversion, les pays d'Amérique latine et d'autres pays où la croissance a doublé. Il y a une troisième catégorie de pays. Ces pays qui ont une croissance plus élevée que l'OCDE, mais pas le double. Ensuite, les pauvres. Si vous utilisez cette catégorisation pendant la dernière décennie, de 2000 à 2010, la plupart des pays africains sont en conversion, qui ont le taux de croissance le double de celui de l'OCDE. C'est vrai. Je n'ai pas mentionné la question de l'inflation dans le cas de l'Amérique latine. Et à l'exception de l'Argentine, pour plusieurs raisons, la question d'inflation n'en est plus une. Nous avons pu avoir une économie qui fonctionne
tel que le taux d'inflation de 30 ou 40% n'existe plus dans la plupart des pays de la région. Et il y a différents facteurs, comme le cas du Venezuela qui est différent, mais dans les autres pays, ce n'est pas le cas. L'autre question, vous avez parlé de quelque chose qui est extrêmement important. Et il y aura cette fraction numérique. Est-ce que nous allons reproduire ceux qui savent et ceux qui ne savent pas lire et écrire? Et cette fraction numérique va être reproduite dans le web, ceux qui ont accès, ceux qui n'ont pas accès, et les médias sociaux, qui vont-ils représenter? La plupart de ceux dans la classe émergente ont accès aux médias, donc ils savent très bien ce qui se passe. Et je vais vous donner un exemple très bref. Si vous avez un système de sécurité privé et les régimes de pension, lorsque ces régimes sont acheminés sur les marchés et que ces régimes de retraite peuvent acheter des obligations et les obligations versent l'inflation plus 5%. On dit que c'est un bon investissement pour le fonds de pension. L'inflation plus 5%. Néanmoins, une de ces obligations sont émises par le détail, Macy's par exemple, ou autres. Et ensuite, vous avez le consommateur, vous payez avec la carte de ce magasin-là et on vous facture l'inflation plus 15%. Et maintenant, étant donné le web, vous dites comment est-ce que c'est possible avec mon argent? Ils ont l'inflation plus 5%. Et lorsque j'y vais, ce détaillant, je fais partie du financement de ce magasin avec mon argent. Et là, on me demande, à titre de consommateur, l'inflation plus 15. Non, j'aime pas ce modèle-là. Au moins, ça, ils l'ont appelé du web. C'est ça la question. Dans le passé, vous n'étiez pas très heureux. Est-ce que, voilà, c'est le montant que je dois verser tous les mois, mensuellement? On ne se demandait pas, bon, quel est le taux d'intérêt. Maintenant, la situation est tout autre. Et les consommateurs se plaignent. Et je pense qu'ils ont raison de se plaindre. Voilà le type de questions qui apportent un changement. Là, pour le Pérou, vous avez mentionné, dans le cas du Pérou, c'est intéressant, le Pérou est une des histoires de succès en ce qui concerne la croissance. Mais le type de croissance au Pérou, parce que c'est plutôt axé sur le secteur minier, afin de créer un emploi dans ce type de secteur minier, normalement, vous devez investir de 1 à 2 millions de dollars. C'est-à-dire, c'est intensif en capital et vous pouvez donc avoir un très bon taux de croissance, mais très peu d'amélioration par rapport à l'emploi. Et cela explique pourquoi, avec ce type de croissance, la croissance est bonne, mais il y a très peu d'employés dans ce secteur particulier. Et il est vrai que maintenant la situation change au Pérou, mais au début, c'est-à-dire depuis 10 ans, le Pérou a réussi en ce qui concerne la croissance, mais le taux de croissance ne crée pas suffisamment d'emplois. Merci. Passons maintenant côté gauche de la salle. Avant de vous diriger vers le micro, nous avons une question de Hughes Madronero qui vous demande, Dr. Lagos, est-ce que vous croyez que les médias sociaux amèneront la fin de la confidentialité dans le domaine de la politique publique? Alors voilà votre question. Merci de cette question. Et nous allons maintenant au micro
micro à gauche et on répondra à cette question dans la prochaine ronde. Urban Waller, professeur à l'Université d'Ottawa. Comment est-ce que le gouvernement peut réduire la violence dans les Amériques? Et j'ai une question très simple pour vous. Vous avez discuté de la question des drogues ou des stupéfiants et lorsqu'on examine les données scientifiques, nous savons que la violence au Mexique, que la violence dans plusieurs des pays qui se situent dans le nord de l'Amérique latine pourrait être réduite de façon marquée et le problème de drogue et stupéfiants pourrait être réduit. Le problème, c'est que les politiciens, normalement, ne comprennent tout simplement pas. Alors, comment utiliser les médias sociaux pour aider ces politiciens à être mieux informés et pour former l'opinion publique? Alors, merci, Madame. Christina Harris, professeure à l'Université Carleton. Merci de cette nouvelle image de l'Amérique latine. Merci d'avoir permis au CRDI de vous avoir donné l'occasion de nous parler aujourd'hui. Ma question porte sur la dernière remarque que vous avez parlé des deux paradigmes, l'Amérique latine et il y a un autre paradigme et c'est pensamiento au propos latino-américain aussi. C'est important dans la région et joue un rôle important. Également, la nouvelle voix des Autochtones qui font partie de ce que ça signifie l'Amérique latine. Et il faut donner place à cette voix par rapport à la distribution du revenu et d'autres formes de discrimination. Merci beaucoup. Merci, Dr. Lagos, de votre présentation. Je suis au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez parlé de corruption en Amérique latine? Pouvez-vous nous parler de la question de corruption plutôt en Amérique latine et les défis qui en découlent et les changements qui doivent avoir lieu pour avoir des sociétés beaucoup plus équitables dans l'Amérique latine? Est-ce que les médias sociaux peuvent y jouer un rôle? Est-ce que vous voyez des changements à cet égard? Merci. 4 questions. Un sur la confidentialité de la politique publique, la drogue, les peuples autochtones et la corruption. Il me semble que la question de confidentialité dans le domaine de la politique publique, étant donné les médias sociaux, c'est tout simplement parce que dans plusieurs cas, on demande aux gens de présenter aux médias sociaux des cas de politique publique qui sont en voie d'être élaborés. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, au Chili, les courriels, par exemple, font partie. Est-ce que ça fait partie du courrier privé ou les courriels? On utilise le web, c'est public, ça se doit d'être public. C'est une question dont on discute au tribunal sur la Constitution au Chili. Qu'est-ce que ça signifie, le caractère social? Il me semble qu'il n'y a aucun doute que la question de reddition de comptes sera beaucoup plus importante étant donné les médias sociaux en général. J'aimerais réunir avec la dernière question sur la corruption. La corruption est bien reliée à la reddition de comptes et la corruption se rapporte également à l'établissement d'institutions. On n'a pas d'institutions et de primauté du doigt. Alors, le domaine de la corruption peut apparaître. Mais si vous avez des institutions, si dans les pays particuliers, il n'y a pas de façon bien libre d'y faire face, alors la corruption n'existera plus. Je sais que corruption dans les régions est reliée également à la question d'autres secteurs de criminalité, ce qui m'amène aux drogues, aux stupéfiants. Je comprends bien, je suis tout à fait d'accord. Les 3 anciens présidents de l'Amérique latine ont publié quelque chose il y a environ 1 an. Et la première phase de ce document, c'est la guerre contre les drogues. On la perd et sera perdue
si l'on garde le système qui existe à l'heure actuelle. Et ça, du président du Mexique, président du Brésil et le président de la Colombie. Bon, alors, et maintenant, il y a cette commission mondiale, Kofi Annan, qui dit, entre autres, qu'on doit réviser la question de la politique sur les drogues. La question importante, c'est que c'est une situation où cela n'est pas possible de résoudre le problème dans un pays en particulier. Si vous voulez dire, j'aimerais distinguer entre les drogues dures et les moins dures comme le marijuana. Alors, la consommation de la marijuana n'est pas un crime. Si vous le faites et si vous dites je veux légaliser la marijuana parce que c'est pas plus dangereux que de fumer une cigarette, pas plus dangereux que le tabac. On va donc légaliser. Et ce pays, c'est l'endroit où on va faire le commerce de la marijuana. Vous savez, ça se fait maintenant, les gens de pays près de la Hollande, ils vont pour acheter de la marijuana. Et là, on essaie de dire, on va faire un registre qui habite dans cette ville, non seulement les... lorsqu'on dit que la marijuana, c'est possible d'avoir, si vous allez la consommer vous-même, à ce moment-là, la question, c'est est-ce que je peux faire la culture de la marijuana dans mon jardin et quelle sera la taille de la récolte de marijuana dans mon jardin? Parce que c'est tout simplement pour moi ou moi et mon ami dans la maison d'à côté. Alors, c'est ça le problème. Comment est-ce qu'on pourra le faire seul? Voilà pourquoi je dis que c'est le type de choses où il nous faut des initiatives multilatérales. Je dois vous dire cependant que si 25% de toute la consommation de drogue ont lieu dans un pays, un unique pays, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est quelle est la décision qui a été prise dans ce pays par rapport à ce 25%. Et lorsque vous mentionnez les 50 000 personnes qui ont été assassinées dans les 5 dernières années au Mexique après la décision prise par le président Calderón, je vais utiliser tous les instruments de l'État pour me battre. Mais la question qui se pose maintenant, c'est qu'après 5 ans, il y a 50 000 personnes qui ont été assassinées au Mexique. Et ce qu'on a découvert, ce que l'on retrouve, pas au Mexique, mais de l'autre côté de la frontière. Et on passe du Mexique, les tunnels, ça passe par les tunnels du Mexique aux États-Unis. Alors, il y a ce trafic de stupéfiants qui se fait. Est-ce que nous pourrons solutionner la question de drogue en Amérique latine si nous ne tenons pas compte de la consommation principale? Et lorsque nous réussirons, on veut prévenir le trafic par le biais de la mer des Caraïbes. Et maintenant, ils utilisent des routes routières, ils utilisent l'Amérique centrale et le Mexique. Et les armes en Colombie, on est très côté off. Et là, ils vont à une autre partie du Mexique où ils sont plus près du côté demande de l'équation. Et voilà le résultat. Ils nous disent donc, parce que la Colombie a réussi, maintenant nous avons le problème au Mexique, parce que vous réussissez d'un côté, vous n'envoyez plus par voie de mer, vous envoyez par voie de terre. C'est pas une question qui sera solutionnée par un pays en particulier, et je ne crois pas, même la discussion au sujet de la marijuana, au Chili, au plan théorique, la consommation de la marijuana n'est pas criminalisée. Mais n'en demeure pas moins que la distribution, bien sûr, il y a des peines sévères lorsqu'on distribue. Il y a le trafic de stupéfiants qui se fait. C'est une question fort importante. Et enfin, par rapport
à notre propre façon de penser. Je comprends. Il me semble qu'au Chili, ce qui va se produire, ce sera un peu un mélange. Et dans une certaine mesure, ce sera quelque chose, c'est notre propre expérience, comment faire face à ces questions. Nous ne sommes pas en mesure de dire, je vais faire telle ou telle chose. Nous devrons apprendre afin d'en arriver à un nouveau pacte fiscal. Ce n'est pas possible pour la plupart des pays. L'Amérique latine, où le ratio d'impôt par rapport aux revenus est moins de 30 %, à l'exception près du Brésil, moins de 20. C'est vrai qu'à d'autres endroits, c'est 22 ou 23, mais en moyenne, il y en a aussi de 35, 50. Alors, nous sommes bien loin de ce pourcentage. Lorsqu'on a ces nouvelles revendications, je suis d'accord que ce que nous aurons, c'est un paradigme en Amérique latine, si vous voulez, et une commission économique pour l'Amérique latine. C'est une bonne institution où on discute de ces questions à l'heure actuelle. Je vous remercie. 2 personnes au micro de ce côté et une personne de l'autre côté. Commençons par vous. Yes, sir. Je m'appelle Nicholas Patterson de l'Institut canadien de développement. J'étais assez étonnée par vos idées des grands progrès qui ont été réalisés en Amérique latine face à certains de ces indicateurs de richesse et de prospérité économique. Il y a un domaine qui me pose question. Peut-être que vous pourriez nous mettre à jour de l'état du fonds de pension auto-géré, et je crois que le Chili est un des pays qui pratique ce genre de régime, et j'aimerais connaître votre avis là-dessus. Merci beaucoup. Je suis chercheur de l'hôpital d'Ottawa et je veux soulever un point dans cet âge des médias sociaux. Je suis de la Thaïlande, et la majorité de la population n'a pas une éducation postsecondaire en Thaïlande. Il me semble que tout le monde a accès aux médias sociaux. Et le problème que je vois, nous sommes à risque de prendre des décisions qui ne sont pas bien éclairées par les médias sociaux. Est-ce que vous pensez à des mesures de contrôle, à savoir qui devrait avoir un mot à dire et comment on devrait diriger les médias sociaux? Merci beaucoup. Nous aurons directement à l'écran, parce que nous sommes un organisme international. Nous avons Liliana Quiros de la Bolivie qui écrit Monsieur Lagasse. Nous avons été informés que la pénétration de la large bande est que de 18%. Nous avons vu des citoyens qui participent et d'autres qui sont restés silencieux. Je crois que c'est une très bonne question. Michael Skolnick, avec l'Association des Nations Unies au Canada. Lorsque j'ai étudié la politique de l'Amérique latine, j'ai vu un article dans le journal Maclean's qui a parlé des réformes de Pinochet et le lien avec certains succès et cette réforme économique. Merci beaucoup. Eh bien, Dr Lagos. Je vais commencer par
ce qu'on dit sur la bande large. Et pour ce qui est de cet écart, de cette différence en matière numérique, il est Jules que ce que vous dites que cette pénétration de la large bande n'est que de 18%. Cette personne de la Bolivie nous dit, mais quel genre de démocratie allons-nous avoir? Une partie de la population est hyper connectée et l'autre partie ne l'est pas. Et quelles sont les répercussions de cela? Et c'est exactement le point que je voulais faire valoir. Ceux qui sont connectés sont dans la classe moyenne émergente. Et c'est pourquoi ils sont si actifs, pourquoi ils se prononcent tant, parce qu'ils peuvent communiquer entre eux. Cela n'est pas pour dire que la politique publique doit être en faveur de ceux qui ne l'ont pas. Mes petits-enfants viennent chez moi, ils disent bonjour grand-papa et tout de suite ils vont jouer à l'Internet. Il y a dans combien de foyers au Chili que les petits-enfants peuvent jouer leurs jeux sur Internet? Si vous ne l'avez pas chez votre grand-père, vous devez l'avoir dans l'école qui est fréquentée par cet enfant. Donc il faut distribuer davantage d'ordinateurs et d'accès à l'Internet. Donc, si vous voulez avoir des possibilités d'égalité, il faut commencer à l'école. Ceci étant dit, qu'en est-il de la question de la contribution pour ce qui est des régimes de retraite au Chili? Et j'aimerais faire le lien avec Pinochet, les réformes économiques au Chili. Les contributions des régimes de pension privée au Chili ont été importantes. Dans quelle mesure? Il y a 50%, soit les salaires ne sont pas assez élevés, soit il y a des périodes où vous avez été au chômage. La question est que vous ne pourrez accumuler suffisamment de fonds de pension pour garantir un fonds de pension minimal pour le restant de votre vie. Et si vous accumulez, disons, pour les 10 à 15 prochaines années après votre retraite, et si vous vivez au-delà de ces 10 à 15 années, que se passera-t-il? Et c'est la raison pour laquelle il était nécessaire de mettre en place le pilier de solidarité dans le système social au Chili. Et ce système de solidarité est financé par l'impôt. Et cela veut dire qu'une fois que vous n'avez plus de ressources financières, il y aura ce pilier qui sera financé à partir d'un fonds qui provient du système d'imposition. Ce n'est pas aussi facile de régler le problème. Je me souviens d'une rencontre avec ces gouvernements soi-disant progressifs, une réunion avec Blair et Schroeder. Et Schroeder m'a posé une question très semblable à la vôtre. Et il y a ce 50% et j'aimerais qu'au moins 50% de mes retraités ne vont pas être payés par le gouvernement, mais par eux-mêmes. Cela dépend de quel côté de la question vous préoccupe. Mais je dois dire que ce système fonctionne, mais on a besoin d'un pilier de solidarité. Maintenant, pour ce qui est de la question de Pinochet et des réformes économiques au Chili, je puis dire que pour ce qui est d'ouvrir l'économie, il est vrai que l'économie a été plus ouverte pendant le régime Pinochet. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de garder cette ouverture? Parce que nous sommes un petit pays. Et dans ce petit pays, nous avons un petit marché. Et nos marchés, nous voulions produire davantage. Et ceci veut dire qu'on doit pouvoir compétitionner à l'étranger. Point à la ligne.
Maintenant, une solution ne peut pas être adaptée à tous. Nous avons eu des négociations avec les États-Unis et dans de nombreux domaines, nous n'avons pas pu réussir. Comme pour ce qui est de l'anti-dumping. Et nous n'avons pas changé nos lois, mais nous avons discuté avec le Canada et le Mexique. Est-ce que vous pensez que nous allons changer ces lois parce que nous discutons avec le Chili? Il me semble que cet argument est très fort. Alors, discutons de l'anti-dumping à Doha. Et la semaine suivante, les mêmes personnes qui discutaient avec les États-Unis discutaient à Doha. Et à Doha, on a décidé d'avoir un groupe avec nos amis européens et avec les Japonais. Et c'était différent. Et j'ai reçu une plainte des États-Unis. Pourquoi est-ce que le Chili était si actif à travailler à Doha? Et parce qu'on a dit qu'on allait discuter de cela au niveau multilatéral. Et nous en discutions. Et ceci pour dire quoi? Pour les intérêts du Brésil. Le Brésil, c'est un pays plus grand qui défend ses grands marchés internes et les amis au Brésil, l'impact du libre-échange est différent pour eux parce que nous sommes un petit pays. Et dernier point, j'ai une histoire à raconter. Le président Lula devait arriver au Chili. Je l'ai invité à manger chez moi de façon privée. Nous discutions et je disais, président Lula, j'ai un problème avec mes étudiants. Mes étudiants vont faire la grève demain. Et c'est à cause du Brésil. Et Lula a dit non, c'est impossible. Et c'est quoi le lien entre le Brésil et vos étudiants? Le Chili est un pays ouvert et il y a le COMPRA et les cartes d'identité pour les étudiants. Ils payent un tarif réduit dans le système public de transport en commun. Et ça a été gagné par ce devis par une firme au Brésil. Et je ne me souviens plus si c'était cette firme qui était en grève ou c'était le bureau de poste. Mais donc, il y avait ce lien. Et le président Lula a dit, je vais en prendre note et voir ce que je peux faire. Et j'ai dit, merci président Lula, je sais que vous allez beaucoup nous aider dans ce domaine. Mais vous n'aurez jamais ce problème avec le Chili. Et il a dit, pourquoi? J'ai dit pourquoi? Parce que l'approvisionnement au Brésil et ces achats sont seulement pour les Brésiliens. Alors, très très bonne anecdote. Alors, c'est le moment de terminer notre conversation avec son Excellence Ricardo Lagos. Je crois que cette conversation était très intéressante, non seulement sur la réduction de la pauvreté, l'inégalité, le rôle des médias sociaux, la classe moyenne émergente et leurs revendications et des nouvelles institutions qui vont mener à de nouveaux modèles. Et c'est là où on a besoin de recherche. Et ce sont des questions qui existent non seulement au Chili, mais il faut qu'on entreprenne ces recherches. Et vous avez été un auditoire bien éclairé. Je vous remercie de vos questions. Je demanderai à la présidente de notre conseil d'administration, Mme Barbara McDougall, de s'adresser à vous pour quelques remarques de clôture. Barbara? Merci Jean et merci à tous pour la participation ici. Je crois que cette conversation a été très stimulante. Et nous sommes au tout début de cet âge de l'Internet. Facebook n'a pas été fondé avant 2004. Et si vous regardez Facebook, Twitter, Tweet, toute la liste,
Tout a été découvert depuis, mais ce n'est pas la fin de ces découvertes. Il y en aura davantage, il y en aura d'autres qui auront des répercussions. Que ces répercussions soient sur la qualité du contenu, cela reste à voir, mais sur le processus de la communication, comme notre invité l'a bien souligné, c'est la nouvelle ère Gutenberg et les changements sont très approfondis. Nous avons eu un bon aperçu de ces changements aujourd'hui de notre invité et je crois que nous allons commencer à regarder les choses d'une autre manière après avoir entendu vos propos et le partenariat que vous avez eu dans le passé avec le CRDI et que nous espérons continuer dans l'avenir. Nous verrons ces changements ensemble. Merci. Merci de votre leadership. Par du reste, je crois que votre leadership en Amérique latine et dans notre hémisphère est ce que j'appelle toujours le nouveau monde. Et au-delà, je crois que votre leadership a été extraordinaire et c'est formidable pour moi de vous remercier publiquement.